Moi, c'est Rokia Tujakité, et Rose pour vous toutes, c'est-à-dire pour les intimes. Voilà, je suis personne en situation de handicap et je suis la présidente de plusieurs associations de personnes handicapées. Mais cette année, on a fait un focus spécial sur les femmes handicapées âgées et les jeunes filles handicapées. Donc, dans ce cadre, comme l'occasion s'y prête le 11 octobre, on a fait une vidéo de témoignage. Parce que quand on ne parle pas de quelque chose, les gens ne le savent pas forcément. Le plus souvent, nous, les personnes handicapées, on se plaint pour dire qu'on ne nous prend pas en compte, on nous oublie. Mais le plus souvent, c'est parce que les gens ne connaissent pas notre problème. Ils ne connaissent pas nos réalités. Donc, il est important d'en parler pour donner aux autres aussi l'opportunité de nous aider, les idées pour nous aider. Parce que les gens ne savent pas comment nous aider. Donc, c'est à travers cette vidéo qui est un témoignage sur la scolarisation des jeunes filles handicapées, les obstacles, les défis à relever, voilà, tous les paramètres qui rentrent en jeu afin qu'une jeune fille handicapée puisse aller à l'école. Et si elle a la chance d'aller à l'école, elle est confrontée à quoi au quotidien? Et si elle arrive à terminer les études malgré tout, elle est confrontée à quoi sur le marché de l'emploi? Le plus souvent, on finit les études très tard parce qu'avec le handicap, on rentre aussi à l'école très tard. Donc, on finit, ça trouve que les autres personnes de ta génération ont déjà du boulot 3 ans, 4 ans. Toi, tu viens de finir. Donc, comment faire pour que tu puisses avoir du boulot alors que l'âge sur le marché du travail est inférieur à ton âge? Donc, il y a toutes ces problématiques-là, en fait, malgré aussi le fait que les gens n'ont pas trop confiance aux personnes handicapées en termes d'emploi, même si ils savent que, bon, même si on a des diplômes, ils sont réticents. Soit il y a la pitié, il y a des gens qui n'arrivent pas à soutenir. En fait, de voir une personne handicapée au quotidien, ça pèse sur leur morale. C'est pesant pour eux, c'est stressant pour eux. Donc, ces genres de personnes ne vont pas nous embaucher. Ce n'est pas un mépris pour les personnes handicapées, mais c'est parce qu'ils ont associé le handicap à la pitié. Donc, la pitié, on sait que c'est vraiment pesant. Mais quand tu regardes le potentiel de la personne plutôt que son fauteuil ou bien plutôt que sa canne blanche, tu sauras qu'elle a beaucoup à t'offrir. Donc, notre image est primordiale. Nous devons faire en sorte d'être visibles pour que les gens s'habituent à nous voir sur les réseaux sociaux, à nous voir dans les cérémonies, à nous voir dans les spectacles. À force de nous voir que les gens vont s'habituer à notre présence. Et cela va nous ouvrir des portes. La porte de la pitié va se fermer pour laisser place à la porte de la personne tout court. Et c'est ça notre combat. Et en cette journée des jeunes filles, je tiens vraiment à ce que les jeunes filles comprennent et les accompagner aussi, qu'elles puissent avoir la voix. C'est-à-dire donner la voix aux sans-voix qu'est les jeunes filles handicapées, maltraitées, malmenées, d'abord au sein de leur famille, parce que quand tu es handicapé, le seul soutien, le vrai soutien que tu as, après le soutien d'Allah, c'est le soutien de tes parents, surtout de ta mère. Et malheureusement, si cette dernière arrive à décéder, c'est la débâcle. Le plus souvent, la famille, le reste de la famille a tendance à vouloir se débarrasser de toi, parce que tu deviens une charge et ils se disent que tu vas engloutir tout le budget de la famille. Donc, le plus souvent, les filles que vous allez voir sur la vidéo, il y a d'autres qui n'ont pas pu poursuivre les études à cause de ça, parce qu'ils ont perdu les parents. Les frères n'ont pas pu assumer. Donc, ils sont comme ça, sans formation, sans qualification. Et il y en a même une qui a été obligée d'abandonner sa famille. Elle a été chassée par ses frères. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans la vie d'une fille handicapée. Donc, quand tu es une fille qui est confrontée à tous ces problèmes, forcément, elle se tourne vers quoi? Vers la prostitution, tout simplement, parce qu'elle ne sait pas travailler, elle n'a pas le potentiel, elle n'a pas la capacité physique pour travailler. Et du coup, on se retrouve avec des filles mères dans les associations sans père, parce que avoir un enfant avec une fille handicapée, c'est honteux dans nos pays. Donc, les pères ne se déclarent jamais. Donc, les associations sont remplies de jeunes filles handicapées avec enfants, mais sans père, et sans famille, sans soutien. Donc, ce qui peut augmenter le risque aussi des IST et des MST. Même si ça ne se dit pas, soit c'est par déni, ou bien c'est par méconnaissance. Les filles handicapées sont sexuellement actives, mais on a tendance à oublier cela.
Et le fait qu'on oublie cela, ça peut amener des choses qui peuvent toucher toute la société. Donc, la scolarisation des jeunes filles, c'est un défi à relever. Et c'est quelque chose à prendre en compte. Et surtout que si la jeune fille perd ses parents, il doit avoir des structures d'accompagnement pour payer les études, pour permettre à la jeune fille de continuer ses études. Et surtout aussi au niveau des professeurs. Moi-même, j'en ai fait les frais. Les professeurs sont convaincus que tu n'as pas ta place à l'école, que c'est une perte de temps et d'énergie pour eux. Donc, ils te font tout pour te décourager, te minimiser, te mépriser. Donc, du coup, ça fait que les autres enfants aussi se moquent de toi. Et donc, c'est compliqué. Non seulement tu souffres dans ta chair parce que les tables bancs ne sont pas adaptées au handicap, l'école même n'est pas adaptée au handicap, tu es affamé, assoiffé toute la journée, tu dois sourire parce que si tu ne souris pas, on va te taxer de handicapé aigri. Donc, pour ne pas avoir cette étiquette aussi, tu dois sourire. Et malgré tout, le professeur qui doit être un refuge, un soutien moral pour toi, se place dans une situation de mépris. Donc, c'est pas facile. Donc, si on n'en parle pas, les gens ne savent pas ce qu'on endure. Ils nous vont voir partir à l'école, revenir de l'école, mais ce que tu endures à l'école, personne ne s'en soucie. Et c'est très compliqué. Et dans les activités, on voit qu'on insère toujours les personnes, les jeunes filles pleines de vie, souriantes dans les activités et de plan international, de Save the Children, etc., de UNICEF et tout. Mais on ne voit jamais de filles handicapées. Et pourtant, il y en a qui ont du potentiel, qui ont réussi malgré tout à émerger. On ne peut pas être vu si les gens font croire qu'on n'existe pas. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que le handicap, les personnes handicapées ne doivent pas être mélangées à la foule parce que les dirigeants, il peut y avoir parmi eux qui sont sensibles à cela et que ça peut les affecter. Donc, c'est comme si on doit être caché d'abord. On n'est pas à cacher. Et c'est pourquoi moi, je tiens chaque fois qu'il y a des activités nationales ou internationales à ce qu'on parle du handicap, à ce qu'on parle des jeunes filles handicapées et à ce qu'on parle aussi des femmes handicapées âgées. L'âge même était handicap. Et si tu es handicapé en plus de l'âge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on t'oublie complètement. Même dans les projets de développement, on privilégie les jeunes et les personnes âgées. Les femmes de mon âge qui ont plus de 50 ans, on est oublié. Donc, c'est compliqué. Notre vie est un parcours de combattant. Depuis le jour où tu vas choper cette maudite polio ou cette maudite handicap, tu vis dans la détresse, dans la souffrance quotidienne jusqu'à la fin de ta vie. Mais ça ne t'empêche pas de travailler, de sourire, de rire, de voir le bon côté des choses. Mais si nous sommes accompagnés, c'est encore mieux. Voilà. Je vous remercie. Si quelqu'un a des questions, je suis à votre disposition. Ok, merci beaucoup Rose. Alors la vidéo n'est toujours pas téléchargée, donc on peut peut-être en profiter pour poser quelques questions. Il reste 4 minutes. Le fichier est un peu long, donc on peut profiter pour poser quelques questions en attendant. Ok. Aïcha, ton micro. Voilà. Merci beaucoup, Fanta. Ben voilà, votre témoignage, Rose, me laisse sans voix. Vous avez tout dit, vous avez touché, vous avez dit donc à voix haute ce que les autres pensent. Je vous salue, je salue votre courage et je salue toutes les femmes qui sont dans la même, pas difficulté, mais dans la même situation. Nous sommes convaincus au sein de notre mouvement qu'on doit donner, comment vais-je dire, vous avez attiré notre attention sur plein d'aspects que nous avons omis par le passé, mais vous savez, Rose, que nous sommes engagés depuis déjà un moment pour toutes les personnes avec handicap. Et donc, c'est une promesse donc, du MMFLP de s'engager, de faire de plus en plus de plaidoyer dans ce sens pour qu'il y ait des quotas, que ça soit par exemple dans nos États pour insérer les personnes qui sont vues par eux comme invalides, mais qui sont parfois meilleures, qui ont des compétences bien meilleures que d'autres. Donc voilà. Au contraire, Rose, j'étais vraiment particulièrement touchée par votre témoignage et donc je salue votre courage et votre détermination d'aller jusqu'au bout de vos rêves et donc rêver, on va rêver avec vous et donc on va arriver ensemble. Donc, Inch'Allah, 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 oui.
Oui. Rose, j'avais une petite question très simple. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs et auditrices dans quelle association vous faites partie, notamment au niveau du handicap, mais je crois aussi savoir que vous êtes écrivaine et que vous êtes coach conjugal. Est-ce que c'est Oui, correct? oui, c'est ça. Oui, mon association s'appelle ARCAF, c'est-à-dire Association pour le renforcement des capacités des personnes handicapées. Parce que je me suis dit, pour que le handicap puisse passer facilement et qu'on n'associe pas le handicap à l'incapacité, il faut que les personnes handicapées soient renforcées, le potentiel des personnes handicapées soit renforcé. Donc, c'est pour ça, c'est le renforcement des capacités. Il y a tous les types de handicap, il y a tout âge aussi, femmes, hommes, enfants. Le domaine est large. On fait tout pour l'insertion des personnes handicapées, que ce soit l'emploi, la formation, etc. Le soutien moral, le soutien psychologique, financier, matériel, tout ce qu'on peut, on le fait pour les personnes handicapées en général. Je suis à Bamako, au Mali, et l'association, c'est une association nationale qui couvre tout le Mali. Mais compte tenu des difficultés de mobilité des personnes handicapées et des problèmes de connexion et tout ça, en fait, la majeure partie du boulot se fait à Bamako ici. Mais quand on a des donations et tout ça, on fait appel à tout le monde, ou bien on peut les envoyer par le car, etc. Que ce soit des tricycles, des vivres, etc. On envoie dans les régions. Bon, c'est très compliqué pour nous ces temps-ci au Mali. Je crois que c'est partout au monde, dans le monde, avec la Covid. Mais au Mali, avec la guerre et les déplacés, on a eu une situation très difficile cette année. C'est que tous les budgets ont été réorientés vers les veuves des militaires et vers les déplacés du centre. Donc, du coup, tous ces budgets qui sont réorientés vers ces personnes, ces groupes cibles vulnérables aussi, ont fait que les personnes handicapées se sont retrouvées les parents pauvres. Parce que les gens se sont dit, ah, on a trop aidé les personnes handicapées, maintenant il faut aider d'autres personnes. Bon, quand on aide quelqu'un avec les vivres, si les vivres finissent, qu'est-ce que la personne demande? Encore à manger. Donc, ça, c'est un cycle qui ne se finit pas tant que la personne est en vie. Donc, cette année, c'est vraiment extrêmement difficile pour nous, personnes handicapées au Mali, parce que, bon, on ne peut pas reprocher aux autres de bénéficier de donations. Et je profite aussi pour lancer un appel aux autorités. Nous sommes là aussi, nous sommes toujours handicapés, toujours aussi pauvres, toujours aussi misérables. Voilà, donc on a besoin de soutien, même si on a réorienté les budgets vers les veuves des militaires qui nous soutiennent, mais de continuer à nous soutenir. Parce que ce n'est pas parce que le Mali est en guerre que nous pouvons nous lever pour marcher, que nous pouvons travailler, ou bien que nous pouvons voir. Nous avons toujours les mêmes besoins. Bon, et dans mes activités de tous les jours, je me consacre surtout je suis coach conjugal, c'est de ça dont je vis. J'ai écrit un livre et je suis en train d'écrire un deuxième qui doit sortir, Inch'Allah, l'année prochaine. Mais la vie associative n'est pas quelque chose qui peut nous faire vivre, mais c'est quelque chose qui nous permet de faire vivre les autres. Donc, c'est comme je me place dans ce contexte-là. Et le plus souvent au Mali, je suis connue plus en tant que coach qu'en tant que leader handicapé. Je suis aussi expert en droit des personnes handicapées. Je fais des formations en Afrique, à l'extérieur, au Mali, en Europe, sur les droits des personnes handicapées. Parce que nos droits doivent être reconnus. Bon, récemment, le Mali nous a signé notre loi de protection sociale. Le décret est sorti le 1er septembre. Bon, tout ça, c'est bon. Mais maintenant, il reste la mise en œuvre. Voilà, la mise en œuvre, c'est au quotidien. La gérance du handicap, c'est au quotidien. Et souvent, c'est au cas par cas. Parce que chaque handicap est différent. Chaque besoin est différent. Donc, il faut toujours des aménagements. Il ne s'agit pas de nous mettre dans les un moule. C'est ce qui nous a amené dans cette situation. On a pensé qu'un handicap égale handicap. Pas forcément. On n'a pas les mêmes degrés de handicap. Le handicap ne nous a pas atteints de la même façon. Et donc, nos besoins sont différents. Voilà. Rose, j'ai une petite question, si vous me permettez. Donc, en tant que votre qualité de coordinatrice du MMFLP au Mali, si vous avez un appel urgent à faire aux instances et aux institutions internationales qui nous suivent tout de suite sur Facebook, que serait-il que serait-il cet appel? Alors, si j'ai un appel à lancer en tant que coordinatrice du MMFLP, c'est de dire à toutes les personnes de bonne volonté que ne jamais se fatiguer
lassés de soutenir les personnes handicapées. Parce que si on ne nous soutient pas, on ne peut pas y arriver seul. Je vous assure, les personnes handicapées sont les personnes les plus déterminées qui soient. Nous avons du cœur, nous avons de la volonté. Nous avons le sens du renoncement parce qu'on a renoncé à notre vie depuis à bas âge. Nous sommes coincés dans un corps qui ne répond pas. Donc, nous avons de la volonté, mais on ne peut pas arriver sans le soutien des autres. De nous mettre dans les activités. Chaque fois qu'il y a quelque chose, pensez à nous. Non seulement nous mettre dans les activités, mais nous soutenir matériellement, financièrement. Parce qu'on vit à la charge de nos familles. Si vous voyez que nos familles se débarrassent de nous parce qu'on n'apporte rien, si on pouvait apporter quelque chose à nos familles, ce ne serait pas la même chose. Voilà, donc on nous demande de participer. Comment on peut participer si on ne peut pas sortir de chez nous? Tout est cher. Il n'y a pas d'assistant pour nous. C'est des amis et des voisins qui se prêtent pour nous accompagner. Ils ont leur vie, ils ont besoin d'être épanouis aussi. Donc vraiment, j'insiste sur l'appui. J'insiste sur l'appui financier afin que nous puissions réaliser nos projets et vivre dans la dignité, vraiment. C'est une question de dignité. Donc c'est quand j'ai perdu l'usage de mes mains complètement et qu'au bac je ne pouvais plus écrire et qu'on a demandé l'assistance, le soutien du ministère de l'Éducation. Et mon père a écrit 3 lettres au ministre, aux différents ministres qui ont donné les mêmes réponses, que ce n'est pas à l'école de s'adapter à moi, je dois m'adapter à l'école et qu'il n'y a pas de disposition pour des cas comme moi. Soit je fais le bac comme tout le monde, sans assistance, soit je reste à la maison. Bonjour, je m'appelle Awa Drissa Koulibaly. Je suis étudiante en master droit privé fondamental et j'ai bientôt 30 ans. Expliquez-nous un peu votre parcours. Alors, mon parcours a été mitigé, on va dire, parce qu'il y a eu des bonnes choses, tout comme il y a eu des mauvaises choses. Dès mon entrée à l'école fondamentale, j'ai été accompagnée par ma mère et ma soeur jumelle, plus d'autres enfants du quartier, et je devais entrer dans une classe. Et la maîtresse a mis un refus en ce qui concerne mon éducation, parce qu'elle s'est dit qu'elle ne peut pas m'éduquer autant qu'elle éduque les autres enfants, parce que j'étais beaucoup plus petite que les autres. Donc, elle a catégoriquement refusé, mais ma maman ne s'est pas laissée faire. Elle a dit que si ma soeur jumelle y reste, je reste. Mais dans le cas échéant et que la dame ne m'accepte pas, alors elle préfère nous envoyer ailleurs. Et ça a été comme ça. Ma mère nous a amenés dans un autre établissement et c'est par là que j'ai pu commencer mes études. J'avoue que c'était très difficile parce que les enfants s'appelaient, en fait, ils venaient autour de ma classe, rien que pour m'indexer, pour dire qu'il y a une petite fille ici. Alors que moi, je pourrais dire que j'étais beaucoup plus âgée qu'eux, ou alors il y a certains même qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Voilà, et j'ai connu beaucoup de difficultés, mais j'ai pu tenir. Quel est votre type de handicap? Mon type d'handicap est, on va dire, le nanisme, mais plus précisément, je suis de petite taille. Voilà, je suis une personne de petite taille. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à l'accessibilité de l'école, des classes et des cours? Tout à fait, j'ai eu beaucoup de difficultés. Parce que moi, je ne pouvais pas atteindre le tableau. Souvent, j'ai un camarade maintenant et je me rends compte que voilà, il ne le faisait pas méchamment, mais c'est lui qui prenait les petits trucs là-bas, les pierres, il allait déposer ça pour que je puisse atteindre le tableau et j'écrivais comme ça. Les gens riaient, moi j'étais énervée, mais j'acceptais. Souvent par finir, j'ai complètement arrêté d'aller au tableau jusqu'au lycée.
à ma 10e année, je n'allais pas du tout au tableau. De la 8e année à la 10e année, je n'allais pas du tout au tableau. Parce qu'à chaque fois qu'on m'interrogeait, j'avais la réponse et je préférais pas. Il est classé du MENA 600. BT2 d'accord. Yala eka kalan kera chogoji. Ekumboke parce que nyere nga jang ko so la de wa wal man nyere ekum tiska du ngare nyere nga jogo so la wa nyere no wale no ko di akunga gilaima yala ini iga metru chela kume chogoji metru do ko no me anga ma che tra me che re ko ko ba do wa fa kale ni ne mo kale teniyo ko alega walbe salari alega erbe konteli ko ba nega suma fonfe kale sega ne kona fo me bare ga sunu ni ma kla 7 na yala itara o kuma fo direction na walma e o kuma dan yere mati no to yere mati do bali mesla agana na ngenga ba wala na nga o ko chen nyafa yala ikme invite ikme ta tableau la nyilingalu jabilla walma ikme dan isigero la no ku dan sigero la kan ngani no di ke sho ko zo ngani be dan sigero la o kute bashi erema ma ke chu a be she ngwa fa do de ku sai o ko feni iga class kono mo to ko me chu I camarade to ne no lu ka di yere lu ku me de no kuma ta fo le ra kuma ko ne be ni ko ni be mo bana ko ko bana kana na ne me kwa lo lu show ni ka di ga ko ne ga classe da tune ga ko pour que ne se ga du ne wala ku be ko ne ga kushisa mo wala kushinisa na fam assistant ebe yoro mena ebe wuli la kan mela si fama yasa mo munu be enyogona la uga ko be se ga nogaya kata bala ne ba ni na so ga do faru ga chesi ga ma ko buti ga pe ne ba ni ka so ga do faru chesi ga ko le ga ida mo to lo kanu do ekidi yala ibe classe ikungo wakati la mena ko ugo ko igata ko la mi kan inyogona ka chanrom na lujuro to ka chanrom na kigata wo kol sula bari ko ibe saka nye ogol joganto BT1 so mo abanu wakati wa nye ogol jo ne gelam soro nyanga na taka ko an fen bari anga ogol nyanga nu no olin an metru be to kuma chamana ka to ka foko ne ga suma sebe ni fen nu fe alle nga defu sanfolo je à cause des dictées ba ne ma se ga dictée ken ne afa michela misho ka kale se ga mugula kale ka sira fo idola kale taraga ba kale kontina segine kili dictée koso insega ko se ko kumbe to gata ne surtout ne ndin do fena kumbe fena ku yemo surumani kumbe ta jo classe wona ko na yo kayele ko ka ina fa anyo shubagaudi kumbe ko su ne kana ne ko ne fa ga laba bari ne bora kata oldom na ogunte ne so me unta do maga chugumna bari ko ne kumbe sigi secrétaire affaire chargé mo ne on chargé mai ne mo ko no mai ne ko ne kata comptabilité ko lute se kata ta shay wala ni ngana dine ma ko ne kata comptabilité ke fa be damaga kan ambe mo go na fu we mo go bana ya la ga keri to awadi sakulibali ni be samugani konotola ni mo sulmani nous comme personne de petite taille Mikola, Mika master ke droit privé là, voilà, Mikola là, ay dekun do la sema chere la, bari ali primandere folo la, andunto kera mashibai, parce que muna nini flanto nyongone kundu, ani anterige andem sen ambebe shikilena o mokofla, antara am bayan to sebe yoro dola, donc am mo nan be kun kanga du nyon fe kolla. Parce que ambe kuitir mai madame go kale bisiga to kala
k'i bolo ɲɛsin ne filantɔ ɲɔgɔn yɛrɛ ma parce que o kun ka jan ni ne halisa o ka jan ni ne k'ale bɛ se k'o kalan mais ale tɛ se ka ne kalan. J'étais au ministère, je fais des tracas, mais ça s'est pas bien passé au fait. Ils m'ont dit encore qu'il n'y avait pas de texte pour mon cas, alors que les textes ne se créent pas eux-mêmes. Ce sont les personnes qui les créent. Ça s'est pas bien passé au fait. Ils m'ont dit encore qu'il n'y avait pas de texte pour mon cas, alors que les textes ne se créent pas eux-mêmes. Ce sont les personnes qui les créent. Alors pourquoi ne pas créer ces textes? Bonsoir, je me nomme Balo Fatmata, je suis non-voyante, je suis diplômée de l'IFM. J'aimerais être admise dans la fonction publique. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Geneva Traoré. Je suis malienne. J'ai eu une infirmité motrice cérébrale à la naissance. Donc mes capacités motrices sont touchées. Et j'ai des problèmes de préhension, des objets et aussi un problème d'écriture. Alors, c'est pour ça que j'ai eu des problèmes au niveau bac, car l'autorité malienne a refusé que je me fasse assister par quelqu'un dans la salle. Si quelque chose me tient à cœur, c'est qu'on mette les handicapés dans leurs droits, surtout les droits d'éducation. Sans éducation, il n'y a rien. Alors mettons les handicapés. Salut, je me nomme Aminata Boku, j'ai ma licence en sciences de l'éducation et je suis handicapée visuelle. J'aimerais vous parler un peu des difficultés que nous rencontrons. Parce que nous, les jeunes filles handicapées visuelles, on a aussi besoin des soutiens des parents. Parce que si les parents font croire à l'enfant handicapé que vraiment il n'y a plus d'espoir pour leurs études, voilà, parce qu'ils sont devenus aveugles, là, l'enfant va aussi perdre espoir. Et aussi, on veut que les écoles se multiplient. Parce que si l'enfant handicapé visuel ou bien la jeune fille handicapée visuelle se trouve par exemple dans les villages, dans les régions, il faut tout le temps venir étudier à Bamako. Tout le monde n'a pas les moyens de venir étudier à Bamako. Dans ces cas, il faut que les écoles se multiplient. Parce que l'école des handicapés visuels se trouve uniquement à Bamako, Ségou et Gao. Alors que tout le monde n'est pas à Bamako, Ségou et Gao. Et aussi en classe, on a aussi des difficultés pour étudier, car il faut tout le temps chercher des voisines et voisins pour nous dicter les leçons. Et aussi les livres handicapés visuels n'est pas adapté, parce qu'il n'y a pas les livres en écriture braille. Vous voyez un peu. Donc dans ce cas, s'il n'y a pas tout ça, comment l'enfant handicapé visuel pourrait étudier comme les autres? Vous voyez. Et après avoir étudié aussi, l'accès d'avoir un emploi aussi est plus compliqué même que les études. Parce que moi-même que vous voyez là devant vous, j'ai mon diplôme en sciences de l'éducation, mais je n'ai pas d'emploi. Vous voyez un peu. Donc pour vous dire que vraiment notre accessibilité à l'emploi est plus compliquée. Donc vraiment on a besoin de soutien. Il faut que les écoles se multiplient. Il faut que les enseignants vraiment apprennent l'écriture braille. Il faut que les livres aussi soient au moins en écriture braille pour que nous puissions étudier comme les autres. Merci. Salut, je me nomme Aminata Boku. J'ai ma licence en sciences de l'éducation et je suis handicapée visuelle. J'aimerais vous parler un peu des difficultés que nous rencontrons. D'abord, notre accessibilité avant d'aller à l'école. Parce que nous, les handicapés visuels, on a besoin d'étudier comme les autres. D'abord, dans la famille, on a d'abord la difficulté depuis là-bas. Parce que les parents nous font croire qu'on ne peut. Il y a certains parents qui pensent que après avoir été handicapé visuel, tu ne peux plus étudier, c'est fini pour la personne, tout. Alors que ce n'est pas le cas. D'abord, si vous dites à l'enfant handicapé visuel qu'il ne peut plus étudier, ou bien elle ne peut plus étudier, elle va vraiment perdre espoir. Donc, il faut que les parents nous soutiennent dans notre étude. Et puis, s'il n'y a pas des écoles qui sont adaptées à notre niveau, parce que vraiment, ici au Mali, on n'a pas tellement d'accès à l'école, parce qu'on ne peut pas étudier dans n'importe quelle école.
ici au Mali. Il faut tout le temps venir dans la ville, soit à Ségou ou Gao, ou bien à Bamako ici. Alors que tout le monde n'est pas à Bamako, à Ségou et à Gao. Donc voilà pourquoi vraiment on veut que les écoles se multiplient, que ce soit dans les villages, dans les régions et à Bamako ici, qu'on puisse vraiment étudier dans n'importe quelle école. Et ensuite dans la classe aussi, vraiment notre accès d'abord au tableau. Il faut tout le temps qu'on puisse avoir des étudiants, c'est-à-dire des camarades, des voisines ou voisins qui vont nous aider à dicter les leçons, à nous dire vraiment ce qui se passe au tableau, tout. Et puis il faut aussi des livres qui sont adaptés à notre niveau, des livres d'écriture braille. Alors que dans les écoles, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas des écritures qui sont adaptées à notre niveau, des écritures braille que nous pouvons lire et écrire comme les autres. Donc, vraiment, on veut que toutes les écoles puissent avoir des livres braille, que toutes les écoles, tous les enseignants puissent vraiment apprendre l'écriture braille. Comme ça, on pourra étudier dans n'importe quelle école, n'importe où, et avec les autres, partout. Merci. Joganto BTN so banu wati wa ni oljo ne galam soro nyanga taka ko an fen bari anga ogol nyanga nu nolin an metru be to kuma chamana ka to ka foko ne ga suma sebe ni fen nu fe ale nga defu sanfolo je à cause des dictées ba ne ma se ga dictée kem ne a fa michena misho ka kale se ga mugula kale ka sira foi dola kale taragaba kale kontina segine kele dictée koso nsega koso ko kumbe to wata na surtout nen do fena kumbe fena ku yemo surumani kumbe ta jo classe wona ko na yo kayele ko ka ina fa anya shubagodi kumbe ko su ne kana ne fa ga laba bari ne bora kata oldom na ngutene sa me nguta do maga chugumina bari ko ne kumbe sigi secrétaire affaire chargé mo ne ngo chargé mai ne mako ko do mai ne ko ne kata comptabilité ko lute se kata chargé wala ni ngana dine ma ko ne kata comptabilité afo bedda maga kan ambe mo go na fu we mo go bana ya la ga keri to awadi sakulibali ni be samugani konotola et ni musulmani nous comme personne de petite taille mi kolla mi ka master ke droit privé là voilà mi kolla da ay de kun do la sema chere la bari ali primande refolo la andunto kera mais le handicap est vraiment une chose difficile à porter et c'est au-dessus de toutes les souffrances. On est pauvre, c'est vrai, c'est bien, c'est pas bien. Mais si on est pauvre et handicapé, c'est catastrophique. Ça, c'est la survie à assurer. Donc, les budgets sont réorientés vers les déplacés, vers les veuves des militaires. Je compatis vraiment leur douleur. Et cette guerre absurde nous a causé la peine d'être chers. Mais nous sommes encore en vie. Et nous mourrons de faim dans ce pays où les donations partent sans le souci des personnes handicapées. Vraiment, l'événement me donne l'occasion d'attirer l'attention des uns et des autres par rapport à cette situation. On peut corriger, mais simplement on n'y a pas pensé. Et on ne peut pas y penser si on n'en parle pas. Comme on dit, notre